Alors, ça consistait en quoi? Ça consistait au fond, une sorte de crucifixion de l'Amazonie par des routes terrestres. Ces militaires, dont certains étaient formés en France, étaient de bons cartographes et ont oublié que l'Amazonie est essentiellement un réseau fluvial, et donc avaient tracé des routes, une grande route est-ouest qui allait du nord-est ici, où il y avait déjà des routes, jusqu'à Manaus, ici, et qui devait par la suite rejoindre les pays andins. C'est toujours pas fait. Et puis il y avait un axe principal nord-sud, il y avait déjà la Belém Brasilia, par ici, et un axe nord-sud à peu près au milieu, qui était du Mato Grosso de Cuiabá, capitale du Mato Grosso, jusqu'à Santarém, ici. Voilà. Ces deux routes étaient accompagnées évidemment d'un plan de colonisation où on appliquait de façon un peu simpliste la théorie des vases communicants. On avait le nord-est du Brésil, pays très peuplé et pauvre, et puis on avait l'Amazonie vide de population, enfin relativement vide, et donc il s'agissait de reverser le trop-plein, si j'ose dire, de population pauvre dans une zone à développer. Bon. Alors le plan était archi-technocratique et prévoyait le long de la route toute une hiérarchie d'établissements. Il y avait des rurovilles, des agrovilles, etc. Enfin, je vous passe la terminologie, l'abominable terminologie technocratique. Et très rapidement, la colonisation n'a pas été seulement le fait de nordestins. Il y en a eu pas mal, mais il y a eu aussi des gens du Sud qui étaient chassés de leurs terres par la capitalisation agraire et qui sont venus avec parfois de l'argent, parfois des ressources supérieures à celles des nordestins qui effectivement étaient pauvres. Et c'est l'INCRA, l'Institut national de la réforme agraire, qui était chargé de la mise en place de ce plan. Alors, cette colonisation a été bon an, mal an, avec plus d'échecs que de réussites, parce que ce qui a le mieux réussi dans cette colonisation ont été des grandes entreprises, soit forestières, c'est-à-dire exploitant le bois, soit, comme la Banac par exemple, des entreprises qui souvent étaient des sous-traitantes d'entreprises soit européennes, soit du sud-est asiatique, extrêmement important aujourd'hui dans le commerce mondial du bois, des entreprises de Taïwan, des entreprises de Malaisie et quelques autres. Et donc, si vous voulez, on peut dire que l'ouverture de l'Amazonie à cette époque a été un plus grand succès pour la colonisation de grandes entreprises, c'est-à-dire l'élevage. À l'époque, il n'y avait pas de soja, on y viendra. L'élevage et l'exploitation du bois, qui étaient les deux principales ressources à l'époque. Alors, en ce qui concerne ceci entraîne évidemment la déforestation. Je vous donne quelques données sur la déforestation. Voilà. Ce que vous avez en rouge ici, c'est l'ensemble de la déforestation. Alors, je donne quelques chiffres, des données statistiques sur la déforestation. Il en faut malheureusement. Ils sont guère contestés, ces chiffres. Ça s'est beaucoup accéléré depuis 1991 et c'est en voie de réduction draconienne au Brésil depuis 2006-2007. On a eu dans l'ensemble de l'Amazonie jusqu'à 40 000 km² de déforestation par an, en particulier de 91 jusqu'à 2005. Le taux de déforestation brésilien mesuré de façon sérieuse par satellite était l'an dernier, en 2011, de 6 000 et quelques km², donc tend vers zéro. Il n'empêche que, si j'ose dire, le mal est fait. On considère, les meilleures statistiques donnent environ 18% de la forêt amazonienne qui sont partis en fumée. Alors 18% de la forêt amazonienne, je rappelle quand même quelques chiffres, ça représente plus que le territoire français, plus que les 550 000 km² du territoire français. Alors, le territoire brésilien, comme vous le savez, est immense, 8,5 millions de km², et la forêt amazonienne, ce qu'on appelle l'Amazonie légale au Brésil, correspond assez précisément au bassin géographique de l'Amazone et de ses affluents. L'Amazonie légale, elle fait 5,2 millions km², c'est-à-dire, soyons précis, 9 fois la superficie de la France. Donc on a ici une affaire d'échelle gigantesque.
Ce n'est pas un pays dans lequel on se déplace en voiture d'un endroit à l'autre. Même sur la Transamazonienne, contrairement à ce qui a été dit dans Paris Match, n'est pas une autoroute, c'est une piste. C'est une piste de terre, inondée à la saison des pluies, il y a plusieurs saisons des pluies, c'est un régime complexe. C'est une piste qui fait 7 mètres de large, et quand un camion chargé de bois est sur la Transamazonienne, si vous êtes dans votre Volkswagen, vous avez intérêt à aller sur le bas-côté, parce que lui ne s'arrêtera pas, et il a plusieurs dizaines de tonnes de bois. Il y a pas mal d'accidents. C'est une piste dans laquelle la vitesse moyenne, quand il ne pleut pas, est entre 15 et 30 km/h. Donc les déplacements ne sont pas faciles, et les colons le long de la Transamazonienne sont extrêmement isolés, sont parfois loin des villes, et donc loin d'une assistance sanitaire, souvent loin des écoles. Il y a 2 grandes villes en Amazonie, et un certain nombre de villes mineures. Ces 2 grandes villes sont Manaus, je les donne dans l'ordre. Manaus fait actuellement, d'après le recensement de 2010, environ 1,5 million habitants. Et Belém, la 2e grande ville, Manaus est la capitale de l'État d'Amazonas. Belém, la 2e grande ville, fait 1,4 million, 1,5 million. Voilà, capitale de l'État du Pará. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça c'est une modification extrêmement rapide dans les 10 dernières années du Brésil, le Brésil a cessé d'être un pays rural. La proportion, d'après le recensement officiel, qui est plutôt précis et bien fait, est de 16% d'habitat rural pour 84% d'habitat urbain. Il y a au Brésil plus de 10 villes qui sont supérieures à 1 million d'habitants. Alors, je voudrais parler maintenant un petit peu des populations amazoniennes pour dire la première chose, je crois, sur les populations amazoniennes, c'est qu'elles étaient largement oubliées du pouvoir central. Le pouvoir central a toujours été dans le sud. Brasilia est une capitale qui a été ouverte dans les années 60, juste avant la prise du pouvoir par les militaires. Mais le centre névralgique, si vous voulez, du Brésil était Rio, São Paulo, l'Axe Rio, São Paulo, Minas, le triangle, comme on dit quelquefois, où la majorité de la population brésilienne, 190 millions d'habitants, se trouve encore. Bon. Ces populations étaient méconnues, méprisées. Je me souviens d'un professeur qui vient de mourir, remarquable, qui était aussi un juge du système travailliste, dont le fils devait aller faire ses études, parce qu'il était brillant, et il a dit « Je préfère que mon fils crève la faim à Paris plutôt que d'être humilié comme amazonien à Rio ou São Paulo. » Lui-même avait fait ses études de droit et avait été humilié. Il y avait donc cette espèce de presque racisme intérieur, si vous voulez, où les Amazoniens étaient considérés comme de pauvres gens, mal cultivés ou peu cultivés, qui reçoivent un nom qui est un peu infamant, qui est le nom de caboclo. Caboclo veut dire métis, bon. Mais les caboclos, c'est l'ensemble de la population rurale amazonienne. Ce ne sont pas évidemment les habitants de Belém ou de Manaus. On les appelle aussi ribeirinhos, c'est-à-dire riverains, parce que leur mode de vie était lié, si vous voulez, au système de circulation fluviale, et qu'ils vivaient toujours au bord d'une rivière ou d'un fleuve. Leur mode de vie d'un point de vue économique était assez peu différent, en ce qui concerne les substances par exemple, assez peu différent du mode de vie des Indiens. Alors, venons-en aux Indiens si vous voulez. Avant, je voudrais faire juste un point de préhistoire de la forêt, parce qu'on a vu que 18% de la forêt amazonienne était partie en fumée. Qu'en était-il avant? Alors ça, c'est une découverte fondamentale. Je ne vous donnerai pas la manière dont ça a été trouvé, mais c'est absolument et scientifiquement incontestable. William Bailey, un collègue américain qui est à la fois ethnologue et forestologue ou botaniste de la forêt, a, par des études extrêmement fines, montré que peut-être entre 15% au minimum, et peut-être jusqu'à 20% de la forêt était anthropique, c'est-à-dire qu'elle avait été cultivée, aménagée, et qu'elle était redevenue la forêt. Contrairement à la déforestation d'aujourd'hui, si vous voulez, qui est irréversible. Cette découverte de Bailey est fondamentale parce qu'elle montre, si vous voulez, que la population amazonienne indigène, qui a été importante, mais on est incapable de la chiffrer précisément. Mais on sait que les 3 ou 4 premières grandes expéditions descendant ou remontant l'Amazone, il y en a une qui venait d'Équateur, l'autre a remonté, bref, ont découvert le long de l'Amazone et ses affluents des populations très importantes et des systèmes politiques à 2 et même 3 niveaux.
c'est-à-dire une capitale à l'intérieur et des populations, des villages ou des grosses agglomérations dépendantes le long de la rivière. Donc, ceci doit quand même nous faire réfléchir à ce que nous faisons, nous, occidentaux développés de la forêt, c'est de la détruire pour la transformer en open field, alors que le mode de défrichage des indigènes permettait la reconstitution du couvert forestier. J'ajoute qu'une autre légende sur l'Amazonie dont il faut se défaire absolument, c'est que ces Indiens ne sont pas des chasseurs-collecteurs nomades, ce sont, et ceci depuis plusieurs milliers d'années, des agriculteurs, fondés sur plusieurs cultigènes, tous inventés en Amérique, dont peut-être le plus important est le manioc, qui a été transmis à l'Afrique et à l'Asie du Sud-Est par les Portugais. Le manioc est une plante indigène qui a été domestiquée, on ne sait pas où, quelque part en Amérique du Sud probablement. Le maïs, les patates, pas les pommes de terre qui sont andines, les patates, toute une série de cucurbitacées dans lesquelles j'entrerai pas, le haricot, qui est d'origine américaine et probablement, on n'est pas sûr, peut-être amazonien, peut-être mexicain, la question est ouverte. En tout cas, il y avait des haricots. Bref, on compte le tabac, qui est certainement de domestication sud-américaine, on compte une vingtaine de cultigènes fondamentaux qui ont été cultivés depuis des milliers d'années par les Indiens d'Amazonie. Bon. Il faut bien voir, si vous voulez, que la réputation qu'on leur a fait, d'une part, la forêt n'est pas vierge, comme l'a démontré William Vallée, elle était très entamée, mais elle s'en constituait. Or, les modes d'exploitation aujourd'hui de cette forêt ne permettent pas la reconstitution. Alors, on parle aujourd'hui, bien sûr, de reforestation, mais on en est à l'ébauche d'une ébauche. Il y a quelques expériences pilotes qui ont été faites en Guyane française, qui sont prometteuses, mais dans l'ensemble, la reforestation reste à faire. Le code forestier est en discussion au Parlement brésilien depuis exactement 6 ans. Un conflit féroce oppose les écologistes, ou la sensibilité écologiste, et ce qu'on appelle la banca rurale, c'est-à-dire l'UDR, l'Union des grands propriétaires terriens, qui s'oppose farouchement à certains articles du code forestier, Código Florestal. Bon. Alors, ces populations, j'y viens parce que, est-ce qu'on pourrait avoir la carte, Émilie, la carte des... Il y a les réserves indiennes ici? Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de patrimonialisation? À la suite de la redémocratisation du Brésil en 1985, donc après 20 ans de dictature, le régime militaire s'est épuisé et il a été de plus en plus contesté. On a eu un grand mouvement, une constituante, qui a abouti à une nouvelle constitution en 1988, qui fait une part tout à fait nouvelle aux Indiens. C'est le fameux titre 8 de la Constitution de 88, qui reconnaît aux Indiens la possession immémoriale du territoire qu'ils occupent. Bon. Qui leur reconnaît cette possession définitive, avec une procédure assez complexe d'ailleurs de démarcation de leur territoire. Cette démarcation a eu plusieurs étapes, mais elle a abouti... l'un de ses effets a été de ralentir la déforestation de façon notable. On est aujourd'hui à 13% du territoire brésilien, donc un peu plus d'1 million de kilomètres carrés, si je calcule bien par rapport à 8,5, oui, ça fait un peu plus d'1 million. On est à 13% du territoire brésilien qui est réserve indigène, c'est-à-dire ou bien territoire indigène, ou bien l'autre formule qui sont des parcs indigènes, des réserves. Cette réalité a été fort contestée par l'UDR, l'Union démocratique rurale, c'est-à-dire celle des grands propriétaires, qui disent que les Indiens n'en font rien. Ils n'en font rien du point de vue de la logique économique moderne, c'est un fait. Encore que, il y a un certain nombre de groupes indiens qui se sont lancés dans essayer de produire pour le marché. Maintenant, il y a des contradictions dans la constitution brésilienne, et ces contradictions sont lourdes de péril pour l'avenir. Il existe dans le droit constitutionnel brésilien 4 entités juridiques, et seulement 4, qui sont l'État fédéral, les États, il y en a 26, les communes,
et le district fédéral qui abrite Brasilia, la capitale. Les Indiens ont des territoires dont ils ont la possession et non la propriété, j'insiste là-dessus, certes définitive tant qu'ils vivent, mais ils sont des communautés. Or, la Constitution ne définit pas ce que c'est qu'une communauté, et la communauté n'est pas une institution juridique brésilienne, n'est pas une entité juridique, si vous voulez. Et les commentaires d'un des plus brillants constitutionnalistes, Aires Brito, lors d'une discussion sur une réserve où il fallait exproprier 5 riziculteurs du Sud dans l'état du Roraima, Aires Brito a dit communauté, communauté c'est dans le sens du dictionnaire, ce sont des gens qui vivent ensemble. Bon. Mais, alors vous allez me dire, néanmoins les Brésiliens sont des citoyens. Il n'y a pas longtemps, leur inscription comme adultes au Code civil date de 2002 ou 2003. Auparavant, c'était des incapables relatifs, c'est-à-dire ce qu'est le statut des mineurs de 16 à 18 ans en France. On est émancipable à 16 ans, surtout quand on tombe enceinte, ou enceinte plutôt, c'est plutôt les femmes, et on peut se marier à partir de 15 ans et 3 mois. Voilà. Donc, l'équivoque. L'équivoque est juridique. Les Indiens sont citoyens, mais ils doivent s'inscrire dans la commune, le municipio, qui découpe leur territoire. Donc on a sous la superposition de 2 cartes, on n'en a pas ici, mais je crois que c'est important. Je vous donne un exemple. Sur le haut Tapajos, voilà, c'est ça le Tapajos, hein? Oui, non, c'est Altamira. On voit Itaituba. Itaituba, oui. Voilà le Tapajos. Sur le haut Tapajos, il y a environ 10 000 munduruku. Certains exploitent le caoutchouc, d'autres ils sont, disons, relativement lancés dans l'exploitation moderne. Il y a 80 villages. Bon. Certains villages font partie de la commune de Jacareacanga. Et sur cette commune, il y a environ 2000 munduruku qui votent. Les autres ne votent pas. Donc on a, si vous voulez, ce système un peu équivoque, dans lequel, au fond, les Indiens ont tous les droits des citoyens, ils ont le droit de tirer un passeport, d'aller à l'étranger, etc. Mais leurs territoires ne sont pas des entités juridiquement reconnues. Donc on a la carte des municipios. Alors les municipios brésiliens sont énormes, hein. Il y en a un qui est grand comme la moitié de la France. Il y a moins de communes qu'en France. Il n'y a pas 36 000 communes au Brésil. C'est quelques milliers, je crois. C'est donc une population, si vous voulez, dont le statut reste un peu incertain et qui n'ont pas un droit de propriété. Alors vous me direz, étant donné la faiblesse des Indiens, ils sont 900 000 au maximum, hein, dans la faiblesse des Indiens par rapport, c'est le pot de terre et le pot de fer, si ils étaient propriétaires, on pense que, comme aux États-Unis par exemple, depuis la loi Dawes des années 80 du 19e siècle, ils pourraient perdre, simplement par besoin d'argent, l'essentiel de leurs terres en les vendant. Puisque être propriétaire, c'est avoir le droit d'aliénation. Quand on est possesseur, on ne peut pas aliéner sa terre. Deuxième population qui a été reconnue un peu sur le modèle de la Constitution de 88 pour les Indiens. Ce sont les descendants quilombola, comme on dit, d'esclaves échappés qui se sont auto-libérés. Les marrons, comme on dit en français quelquefois. Dans les années 90, on leur a reconnu des droits collectifs, un peu différents des droits indiens, mais je n'entre pas dans le détail, des droits collectifs pour la terre. Et un certain nombre de quilombola. Est-ce qu'on peut avoir la carte du Para, Lily? Voilà. Non, attends, c'est la suivante, je crois. Encore la suivante. Celle où il y a toutes les réserves du Para. Voilà. Alors ici, c'est intéressant, parce que vous avez en rouge la déforestation. Vous voyez à quel point elle a progressé. Bon, il y a un état qui est pire que le Para, c'est la Rhodonie, où à partir d'un certain taux de déforestation qu'on doit calculer précisément, c'est complexe, dans chaque situation, c'est irréversible. Ça ne repoussera jamais. Donc, transformation en savane, latérisation, tous ces phénomènes qu'ont bien étudié les forestologues, des terres relativement stériles, où on peut au maximum planter par avion d'ailleurs du colognon, quelques graminées qui servent pour le bétail. Mais ici, vous avez les réserves indigènes en kaki. Vous avez donc ici en rouge foncé la déforestation et en où sont les quilombola? En bleu.
en bleu, vous voyez, donc il y a très peu de quilombos. Il y a eu beaucoup moins de reconnaissance de quilombos. Alors, dans les années 2000, et j'arrête là-dedans sur les efforts de patrimonialisation, parce que c'est une logique que vous pouvez comprendre, qui est celle de la conservation. Dans les années 2000, on a reconnu par décret l'existence de populations traditionnelles, c'est-à-dire vivant de façon traditionnelle les fameux caboclos non urbains. Alors, ces populations traditionnelles ont droit aussi à l'attention de l'État. Donc, si vous voulez, on a eu, au fur et à mesure de l'évolution, une sorte de course de vitesse. On peut parler de course de vitesse entre la reconnaissance, d'une part, de territoires naturels, les unités de conservation forestière, d'autre part, de territoires pour des gens, des Indiens, puis les descendants de Noirs, puis les populations traditionnelles, avec des droits fonciers. Donc, d'une part, on peut avoir la carte où il y a la Floresta Tapajos, s'il te plaît. Voilà. Alors ça, c'est le Tapajos. Première, et là on passe un cas particulier, première reconnaissance, cette immense forêt nationale, Floresta nationale, du Tapajos, qui était au départ prévue pour l'exploitation commerciale du bois. Cette exploitation commerciale du bois impliquait que les communautés, il y en avait plusieurs qui habitaient là, devaient être désappropriées. Lutte féroce, bien organisée, des gens pour ne pas être désappropriés. C'était des caboclos, dont certains étaient peut-être d'origine indienne. De telle manière qu'ils ont obtenu l'abrogation de la loi de désappropriation quelques années plus tard. Je crois qu'ils ont mis 20 ans, hein, de 1974, la création de la Floresta Tapajos, jusqu'à 1994, l'abrogation de la loi. Ensuite, sur la rive droite du Tapajos, on peut avoir l'autre carte avec la Resex. Voilà. Création ici d'une réserve extractive Tapajos Arapiuns. Alors, celle-ci était prévue pour un certain type d'établissement sous le contrôle de l'Institut national de la réforme agraire. Et enfin, un peu plus tard, une gleba, Lago Grande. Alors, le gleba, ça c'était un projet de assentamento, c'est-à-dire d'établissement foncier. On a relevé alors avec des calculs très complexes, très juridiques, 57 titres d'occupation qui ont été légalisés, titularisés, etc. Toujours par l'Institut national de la réforme agraire. Or, et est-ce que tu pourrais passer la carte suivante? En même temps, de façon concurrente, dans cette partie-ci, hein, c'est celle-ci, des communautés ont réclamé une origine indienne, ont obtenu une expertise d'anthropologues brésiliens qui déclaraient qu'ils étaient sans doute des descendants d'Indiens. Et donc se sont opposés à la légalisation des terres par l'INCRA, par l'établissement. On a, est-ce qu'on a une carte avec la Cobra? C'est tout en haut. C'est tout en haut. Voilà. La terre que les Indiens réclamaient s'appelle le Grand Serpent, la Cobra Grande. Et on a, et là je cite les travaux d'Émile Stoll et de Ricardo Follies, on a un conflit, si vous voulez, qui est à la fois à l'intérieur des communautés, entre ceux qui veulent réclamer les droits que donne la Constitution d'un territoire indigène, et ceux qui veulent, disons, une solution moderne, celle de l'INCRA, c'est-à-dire des droits de propriété pour une exploitation dirigée. Alors, je n'entre pas dans les détails du conflit qui sont analysés dans les articles d'Émile Stoll, pour dire simplement que ça pose des problèmes tout à fait redoutables pour les chercheurs, qui sont divisés, si vous voulez, entre les intérêts des uns et les intérêts des autres, y compris des factions différentes à l'intérieur des mêmes communautés traditionnelles, qu'elles soient indiennes ou pas d'ailleurs, l'indianité étant, dans ce cas, plus une revendication politique utilitaire que véritablement l'expression, si vous voulez, d'une culture indigène.
je voudrais quand même signaler que la culture matérielle de la plupart des caboclos est assez proche, parfois très proche, de la culture indigène. Quant à la culture spirituelle, nous retrouvons dans toutes ces communautés, et elles ont été étudiées, en particulier par Slater, une chercheur américain, une mythologie qui est très proche, qui parfois a les mêmes êtres, des êtres subaquatiques, des êtres puissants, etc., qui est une mythologie, disons-nous, syncrétique, parce que ces gens sont nominalement, étaient traditionnellement des catholiques, aujourd'hui sont de plus en plus des néo-protestants, évangélistes. On calcule qu'actuellement 20% de la population religieuse brésilienne est néo-protestante. Et donc le taux des catholiques plonge, tout en restant majoritaire. Bon. En fait, on a des formes syncrétiques, si vous voulez, mais ce que je voudrais souligner, c'est que ces conflits sont particulièrement difficiles parce qu'ils opposent des gens d'une même communauté, souvent à l'intérieur d'une même communauté, dont les affiliations religieuses peuvent colorer l'opposition, et je vais conclure, si vous voulez, rapidement à propos de ce bref exemple de la vallée de la partie basse du Tapajós, cette patrimonialisation successive des Indiens, des Quilombolas, des populations traditionnelles, a certainement, et le souci de patrimonialiser la nature, mais au Brésil comme au Japon, on patrimonialise non seulement la nature, la forêt, mais aussi les gens. Parce que d'une certaine manière, les populations traditionnelles sont patrimonialisées. Bon. Ce souci a certainement ralenti l'exploitation effrénée de l'Amazonie. Parce que la déforestation aujourd'hui, c'est trois pôles. C'est l'exploitation du bois, c'est le soja, si vous voulez, c'est quelque chose pour lequel il y a un appétit mondial, en particulier les pays asiatiques, et en premier lieu de la Chine. Il n'y a pas de repas chinois sans soja. Or, la Chine sous-produit, ne produit pas assez de soja pour nourrir son milliard et quelques. Donc le Brésil est devenu soit le premier, soit le second producteur mondial de soja. Ceci est extrêmement dévastateur, dévore la forêt. Juste une anecdote personnelle. J'ai pris l'autobus sur la route Cuiabá-Santarém, qui est ici. Oui, voilà la Cuiabá-Santarém. J'ai eu 10 heures d'autobus, bon, pour aller dans un petit village qui me permettait d'aller dans une réserve où je connaissais des Indiens. Et nous avons été ralentis par un véritable train de camions. Il y en avait une quinzaine, peut-être une vingtaine, tous énormes, tous chargés de soja, qui allaient vers Altamira pour charger des bateaux, dont des bateaux chinois, qui partaient. Donc le soja est devenu quelque chose, le Brésil, l'économie brésilienne continue à être dépendante d'exportation de matières premières. Et ça dévore la terre. Donc la patrimonialisation, si vous voulez, a été certainement un ralentissement ou un frein à l'exploitation moderne. Bon. Les tensions sociales sont très vives, et je ne parle pas des barrages, puisque je crois que Fabrice en parlera, sont extrêmement vives autour de tous les projets de développement moderne. Alors je sais bien que, et ça c'est l'aspect patrimonialisation si vous voulez, il y a toute une théorie du développement durable qui implique la participation, c'est participatif comme disait l'autre, des gens. Ricardo Folles, par exemple, a beaucoup travaillé sur des projets qui impliquent le dialogue, des scénarios, si vous voulez, qui permettent... Dans l'ensemble, le rôle de l'État, si vous voulez, c'est d'une certaine manière, n'ayant pas choisi, il y a le développement d'une part, qui est essentiel pour le futur du Brésil, pour l'énergie électrique. La grande hantise du Brésil, c'est l'apagão geral, la grande panne. Parce que les villes sont extrêmement dévoratrices d'énergie, en particulier grâce à l'air conditionné, qui est partout au Brésil, ou presque partout. Bon. Il y a donc cette panique de manquer d'énergie, d'une part. Il y a exporter. Bon. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, l'État, d'une main, protège le territoire, protège les populations traditionnelles, et de l'autre, développe de façon frénétique, et avec succès, il faut quand même le dire, le succès de Lula, par exemple, économique, est incontestable, développe avec succès l'économie brésilienne globale. Et les populations amazoniennes se trouvent, c'est quand même 23% de la population du Brésil, d'environ 15 millions, non, plus de 15 millions
Oui, l'Amazonie égale un peu plus de 15 millions d'habitants, donc 23% des habitants du Brésil sont coincés, si vous voulez, entre cette exigence du développement à tout prix et d'un développement à grande échelle, de type capitalistique, et la protection qui est réelle, mais qui a toujours un peu un train de retard, de ces populations traditionnelles. Populations pour lesquelles l'accès au marché moderne est aussi un rêve, je veux dire, est aussi un objectif et un désir. Donc, je terminerai sur cette tension non résolue des populations proprement amazoniennes qui, et je le signale, commencent à être connues de près. Parce que dans les années 70, je suis désolé de citer Fernando Henrique Cardoso, qui est un collègue, bien qu'il il était mon collègue à Nanterre, un sociologue. Fernando Henrique Cardoso a écrit un mauvais livre sur l'Amazonie parce que c'est un livre vu d'avion, vu de satellite. Et il n'a jamais eu, personnellement, je crois, l'occasion, sauf à Belém peut-être, de connaître ces populations. Ces populations sont attachantes, pas seulement les Indiens, les Caboclos, et leurs désirs, leurs aspirations et ce qu'elles souhaitent ont été rarement prises en compte jusqu'à très récemment. Voilà, je terminerai là-dessus en m'excusant d'avoir outrepassé mon temps. Merci pour cette exposé. On va enchaîner tout de suite avec Fabrice Pénas, qui, je répète, qui vient du CCFD, chargé de mission pour les pays andins. Et puis, donc, après, nous passerons aux questions. Alors bonsoir, d'abord merci beaucoup à France Amérique Latine pour l'invitation. Alors dans la continuité de ce qu'a dit Monsieur Patrick, non Patrick, ou Patrick tout court. Donc je vais vous parler d'abord du contexte socio-économique que connaît le bassin amazonien aujourd'hui, avec une ouverture sur un événement qui commence la semaine prochaine, donc qui commence le 28 novembre, qui s'appelle donc le Forum Pan-Amazonien, donc on parlera de ce quoi il s'agit, qui aura lieu à Cobija, en Bolivie, dans le département de Pando. Donc, ce qui me fera insister un peu plus sur le département de Pando et sur la Bolivie d'une façon générale dans mon intervention. Alors d'abord du point de vue économique, socio-économique, dans quel contexte s'insère le bassin amazonien ? Excusez-moi, c'est la saison qui veut ça. Donc le bassin amazonien d'abord s'insère dans une politique mondiale qui est celle, donc une politique économique mondiale qui est celle des marchés mondiaux, ceux avant tout des grands pays émergents qui sont de plus en plus demandeurs de volumes extrêmement importants de matières premières, d'énergie, d'aliments, donc les mines, les productions alimentaires issues de monocultures, par exemple, que vous connaissez, qui ont déjà été mentionnées tout à l'heure, en sont un bon exemple. Alors les entreprises et puis les États cherchent évidemment par tous les moyens à satisfaire cette demande émergente, croissante. Donc il s'agit d'un moyen excellent pour faire rentrer des devises rapidement, donc dans une réflexion de développement plutôt à court terme. On est dans des dynamiques de marché, donc des visions de développement, même pas développement, c'est un grand mot, mais de développement des bourses tout au moins, et des bourses des actionnaires surtout, donc des visions économiques à très court terme. Et donc cette demande croissante dope l'économie des pays de la région amazonienne, on verra comment, avec pour conséquence donc avant tout des politiques de développement qui ne prennent pas en compte, ou tout au moins extrêmement insuffisants, les demandes des populations indigènes et des populations rurales qui ont le malheur de se trouver sur des zones exploitables, où se situent donc les principales richesses et les ressources naturelles de la région amazonienne. Alors quelques chiffres qui nous proviennent de la CEPAL de 2009, qui nous dit que le Venezuela, la Bolivie et puis l'Équateur, donc les économies de ces trois pays, ont une quasi-totale dépendance en matière d'exportation de matières premières dans la totalité de leurs exportations. Alors si on regarde de plus près, pour le Venezuela, pour ce qui concerne hydrocarbures et puis minéraux, une dépendance de 92%, la Bolivie 91%, l'Équateur 91% également de dépendance, et le Pérou 70%. Principalement, là, on parle de mines
d'hydrocarbures pour ces quatre pays. Donc c'est un bon indicateur également des dynamiques économiques qui commandent les politiques d'investissement de ces pays. Donc cette demande croissante internationale en matière de ressources, de matières premières, d'aliments, d'énergie, confère finalement au bassin amazonien un rôle de région exportatrice vers les pays émergents, et tend aussi à reprimariser cette vaste région qu'est le bassin amazonien pour finalement satisfaire la demande internationale. Donc davantage une région conçue comme le grenier à grains des pays émergents, mais aussi de l'Occident, en soja par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, pour satisfaire cette demande mondiale. Alors par ailleurs, les États et puis les entreprises internationales mènent une politique d'achat massif de terres qui accentue donc ce phénomène de concentration de la propriété foncière dans le continent. Alors un chiffre, juste un, sur cette question-là. Donc en Amérique latine, si on fait la moyenne de tous les pays, 1,5% des propriétaires terriens possèdent plus de 2/3 des terres, encore aujourd'hui, donc en 2012. Si on regarde aussi une étude de la FAO, qui date de 2011, donc une étude qui porte sur des achats de terres sur 71 millions d'hectares dans la région amazonienne. Qu'est-ce que nous dit l'étude? Elle nous dit que ces achats massifs donc, de terres portent sur des investissements qui concernent la production d'aliments, mais aussi l'extraction minière, le tourisme, l'industrie, l'extraction du bois. Là, on est à 22% d'investissement. Le reste pour les agrocarburants. Donc vous voyez à quel point la demande internationale influe sur les politiques agricoles et le développement économique de ces pays. Le tout dans un marché de la terre qui, dans la région amazonienne, devient de plus en plus flexible et qui fait jour donc, au phénomène dont vous avez tous entendu parler, celui de l'accaparement des terres, qui concerne de plus en plus les pays de la région. Et donc là encore, ceci accentue donc la pression foncière avec cette demande extrêmement importante en matière de matières premières. Alors, puisqu'on s'intéresse un peu plus à la Bolivie, un élément qui est assez emblématique donc, des structures de propriété de la terre dans ce pays, en 2011, donc moi j'étais en Bolivie l'année dernière, donc des experts des questions agricoles m'ont expliqué qu'une hacienda a été démantelée et l'hacienda était d'une superficie de 67 000 hectares. Donc c'est assez intéressant de la façon dont ce type d'archaïsme peut perdurer dans un pays qui a mené un processus constitutionnel. C'est aussi intéressant d'évaluer le rapport de force qui oppose encore aujourd'hui donc le régime bolivien, le gouvernement bolivien, aux anciennes oligarchies foncières qui continuent encore à exister et à avoir une mainmise extrêmement importante sur le foncier dans ce pays. Donc le latifundio n'a pas disparu dans un pays comme la Bolivie, mais évidemment il n'est pas le seul. Si on s'intéresse à la Colombie également, c'est tout à fait clair. Et le latifundio n'a pas disparu malgré le vote de la nouvelle constitution politique de l'État bolivien en 2009, qui a finalement après référendum, a accepté donc l'existence d'exploitations qui ne peuvent pas dépasser les 5 000 hectares. Donc 5 000 hectares, ça reste quand même des exploitations d'une taille assez honorable, déjà. Pour ce qui concerne la place de l'agriculture paysanne dans les pays de la région, là on pourrait parler de l'ensemble des pays de l'Amérique latine. Ce qu'on remarque, c'est que pour la majorité des gouvernements de la région, un mépris pour l'agriculture paysanne, une dévalorisation du rôle et de l'apport économique que la production alimentaire paysanne apporte à l'économie de la région. Donc ces paysans ne produisent pas de richesse, ne représentent aucune comptabilité importante dans la production de richesse nationale, donc sont invisibles pour le PIB, donc à ce titre ne comptent pour rien. Au passage, on peut rappeler quand même que sans l'agriculture paysanne, ces pays ne pourraient pas juste tout simplement se nourrir,
puisque dans la majorité de ces pays, ça reste l'agriculture paysanne qui nourrit entre 50 et 70% de la population de ces pays. Alors, pour continuer sur la Bolivie, comme vous le savez, le gouvernement Morales a élaboré un plan de développement et dans sa constitution fait une place assez centrale aux populations indigènes, aux populations rurales, et fait mention également de politiques agricoles, de politiques économiques qui donneront un rôle à l'économie paysanne et à l'économie indigène. Et ces politiques spécifient que l'agriculture paysanne et indigène joue un rôle important, doit jouer un rôle important pour l'économie du pays. Par ailleurs, donc, si l'on regarde très concrètement les politiques économiques de Bolivie, du gouvernement bolivien, pardon, on se rend compte très clairement qu'elle privilégie le secteur de l'agroexportation, donc de l'agrobusiness. Et donc là, sont concernées principalement les monocultures destinées aux exportations, donc soja, canne à sucre, tournesol, sorgho, l'élevage extensif également, donc des cultures, des monocultures, qui pour le coup sont considérées par le gouvernement bolivien comme contribuant à la production de richesses nationales. Cependant, on peut faire la remarque au passage que ce type de politiques économiques contredit l'esprit de la Constitution et celui du buen vivir, ou du vivir bien, dont le canciller Choquehuanca, qui est venu à plusieurs reprises d'ailleurs à la Maison de l'Amérique latine, récemment d'ailleurs, est un des grands auteurs intellectuels. Donc en 2010, le gouvernement bolivien a par ailleurs donné son autorisation pour les cultures OGM et projette d'étendre les superficies de monoculture de soja à 2 millions d'hectares pour les prochaines années, et également de baisser les droits de douane pour l'exportation de soja. Donc c'est aussi une politique effectivement qui peut ouvrir la porte à des interrogations sur la place que peuvent occuper les populations indigènes et rurales dans la région amazonienne. Donc, comme vous le savez, l'économie des populations rurales, elle repose essentiellement sur les activités agricoles, donc le pastoralisme, l'agroforesterie notamment, et sans accès à la terre, sans accès aux ressources naturelles, pas d'économie paysanne et indigène. C'est absolument impossible. Et comme je disais tout à l'heure, ceci contribue pour plus de la moitié à la production d'aliments. Et ça, c'est également le FMI ou la Banque mondiale qui l'affirment. Et ils disent par ailleurs, ils recommandent aujourd'hui au gouvernement latino-américain, comme à la plupart des pays en développement, d'accorder une place privilégiée à l'agriculture et aux économies paysannes dans un intérêt de développement économique des pays. Donc c'est même les grandes institutions financières internationales qui l'affirment aujourd'hui. Donc ces phénomènes de concentration de la terre, de pression foncière, alimentent un contexte de conflictualité entre entreprises multinationales, investisseurs, États et puis populations indigènes, et évidemment donc les organisations indigènes et paysannes qui les représentent, mobilisées pour défendre leur territoire. Alors si on s'intéresse à 2011 et 2012, des très fortes mobilisations ont eu lieu en Équateur, la marche pour l'eau, la vie, la dignité des peuples, en mars et puis en avril. Au Pérou, la marche nationale pour l'eau, notamment contre le projet minier de Conga à Cajamarca, de février jusqu'à juillet. En Bolivie, la huitième marche indigène pour la défense du territoire, de la vie et des droits des populations indigènes. 2011 également, encore une marche. Et puis Colombie aussi, mobilisation pour la défense du territoire, notamment du fleuve Magdalena. Et puis le Brésil, donc également toutes les manifestations dont on a entendu parler en relation à la réforme du code forestier. On peut dire également que la région amazonienne est devenue emblématique aussi de la crise environnementale et du changement climatique, avant tout par les richesses qu'elle contient dans son sous-sol, qui sont absolument fabuleuses, en hydrocarbures notamment, en minerais aussi, et aussi symptomatique des débats et des polémiques qui ont lieu sur les différents modèles de développement économique et sociaux qui sont en conflit dans le bassin amazonien,
et également avec la présence de populations indigènes et paysannes qui persistent à démontrer qu'on peut établir d'autres relations entre environnement et puis population rurale, et qu'on peut aussi tenter de gérer les ressources naturelles d'une façon respectueuse de l'environnement et aussi des populations locales. Donc, évidemment, donc, ces débats internationaux se cristallisent sur le territoire amazonien. Donc, par ailleurs, si on regarde également les efforts en matière de démocratisation de ces pays, des grandes avancées ont été faites au cours de ces dernières années, mais en matière de participation des populations aux politiques de développement économique de ces pays, des très grands progrès restent à faire, d'où la très haute conflictualité qu'on remarque encore dans ces pays, et également une prise de distance croissante entre populations indigènes, mouvements sociaux, populations rurales, et les gouvernements de ces pays. Et si on regarde encore une fois l'exemple de la Bolivie, c'est assez parlant, puisque donc, depuis la fameuse marche du Tipnis, donc vous vous rappelez peut-être le projet d'infrastructure routière qui devait traverser une zone indigène protégée dans le centre du pays, et les mobilisations qui ont opposé les indigènes des Basses-Terres et puis donc le gouvernement. Et donc ce type de manifestation est symptomatique des écarts en matière de réflexion sur le développement dans ces pays, et de l'éloignement entre d'un côté les gouvernements et puis les populations indigènes. Pour la Bolivie, donc on parle des Basses-Terres, notamment des plaines orientales. Donc cette manifestation sur le Tipnis de septembre 2011 a cristallisé le conflit entre les populations indigènes et le gouvernement de Morales, à l'image des tensions qui se sont révélées dans la quasi-totalité des pays de la région. Ce qui nous emmène aussi sur le terrain des différents programmes de transformation sociale et politique, en Équateur, en Bolivie notamment. Donc le processus de changement, le proceso de cambio en Bolivie, qui rencontre actuellement une série de difficultés de ralentissement, et qui conduisent aussi les populations indigènes à revoir leurs alliances avec le gouvernement bolivien, ou alors carrément à rentrer en conflit sérieux avec lui. Ce qu'on remarque également, c'est que les espaces de débat entre les organisations de la société civile bolivienne ou même amazonienne demeurent quand même extrêmement faibles, ténus, rares. Les opportunités d'échange sur les difficultés rencontrées, par exemple sur les méga-projets, qui ne concernent pas uniquement un pays, mais si on s'intéresse par exemple au barrage en Bolivie, le projet dans le nord du pays de Cachoeira Esperanza, par exemple, qui aura des implications pas exclusivement sur le territoire bolivien, mais brésilien notamment, le dialogue est relativement faible entre organisations boliviennes et brésiliennes. En général, la réflexion s'arrête à la frontière, malheureusement, des pays, et les opportunités d'échange sur les difficultés que ce genre de méga-projet peut apporter sont extrêmement faibles. Même chose pour les projets de construction de barrages de Inambari entre le Pérou et la Bolivie. Les implications sont extrêmement fortes pour les populations péruviennes. Les bénéfices devraient être beaucoup plus importants pour l'économie brésilienne en matière d'exportation d'énergie, mais donc les impacts socio-environnementaux de la construction de cette série de barrages auraient des applications beaucoup plus fortes pour le Pérou et les populations indigènes. Donc ces populations rurales, indigènes, rencontrent beaucoup de difficultés à faire connaître les difficultés sociales, environnementales, économiques dans lesquelles elles évoluent, et aussi à faire connaître leur avancée en matière de réflexion sur les questions de protection de l'environnement, de gestion durable ou tout au moins rationnelle des ressources naturelles. Donc, dans la quasi-totalité des pays de la région amazonienne, peut-être les 9 pays des pays de la région donc, qui ont une portion de leur territoire sur le bassin amazonien, on constate un mécontentement croissant de la société civile, avec des attentes en matière de progrès social, de politique sectorielle, notamment rurale, ou alors de respect des droits économiques, socio et culturels des indigènes et des paysans, qui ne sont pas satisfaites avec un modèle économique
qui, pour la région amazonienne en tout cas, demeure agro-exportateur, mais aussi extractiviste. Alors ça nous emmène sur l'événement du forum panamazonien. Donc d'où vient ce forum? Alors malgré les difficultés de cloisonnement des frontières, d'isolement géographique, de communication sur ce territoire extrêmement vaste, donc comme disait Patrick, on ne peut pas rouler, prendre sa voiture pour se rendre d'un pays à un autre, les communications sont aléatoires, les variations climatiques sont extrêmement importantes, les distances sont absolument gigantesques. Que peut-on faire pour favoriser les échanges, le dialogue entre les populations les plus vulnérables, les plus fragiles de la région, favoriser un dialogue sur ces phénomènes de mal-développement économique, de concentration foncière, d'inégalités croissantes, dans des pays qui connaissent de plus en plus la prospérité, mais qui laissent complètement aux portes du développement ou de la modernité une portion de plus en plus croissante de leur population, et donc les populations sur la zone qui nous intéresse. Donc le Forum panamazonien est une initiative justement pour favoriser la convergence d'analyse, la rencontre entre organisations indigènes, paysannes de l'ensemble des pays de la région, dans un esprit altermondialiste. Donc le Forum est né de la dynamique des forums sociaux mondiaux. Donc la première édition, comme vous le savez, a eu lieu au Brésil, à Porto Alegre en 2001. Et donc le Forum social panamazonien a été la première édition, le premier forum social régional qui a émergé de cette dynamique des forums. Et dès l'année 2002, donc le premier forum social panamazonien a eu lieu à Belém, au Brésil, donc dans une région qui est fortement touchée par donc, le mal-développement. Donc je renvoie à ce que vient de dire Patrick tout à l'heure. C'est assez symptomatique donc, des difficultés des pays de la région. Et à l'époque, en 2002, donc, ce forum avait réuni 1000 participants de Bolivie, d'Équateur, du Venezuela, de Guyane française, de Colombie et du Brésil, et même des délégations françaises, italiennes, de Catalogne, de Palestine et même du Canada. Donc la dynamique des forums panamazoniens s'est poursuivie, donc encore à Belém, également au Venezuela, puis de retour au Brésil en 2006, jusqu'à la réalisation du Forum social mondial à Belém, que les organisateurs ont voulu à Belém, justement en Amazonie, dans la dynamique de préparation de Rio, du sommet de Rio, pour tenter d'attirer l'attention d'abord du mouvement altermondialiste international sur la situation amazonienne et évidemment aussi l'attention du grand public, des politiques, des élus. Et donc ce forum en 2009 a été un grand succès, des milliers de participants, et aussi donc une structuration plus importante de la dynamique du forum panamazonien qui s'est relancée à ce moment-là. Et l'année suivante, donc en 2010, le 5e forum panamazonien a eu lieu à Belém, à Santarém, dans le département du Pará, en novembre 2010, et a réuni la quasi-totalité des pays de la région amazonienne. Alors maintenant, donc, se prépare le 6e forum panamazonien à Cobija, en Bolivie. Donc Cobija se trouve dans le département de Pando, un département qui est dont la quasi-totalité de la superficie se trouve en Amazonie, dans un contexte de tension très forte entre le mouvement social indigène et paysan bolivien et le gouvernement Morales. Donc depuis, principalement, les affrontements lors de la marche du Tipnis, de régression de la politique environnementale au Brésil, de conflits miniers, pétroliers, gaziers, aussi sur l'ensemble de la région amazonienne, et aussi, si on s'intéresse à ce qui se passe au Pérou, de durcissement des conflits socio-environnementaux dans ce pays voisin, peut-être moins dans la région amazonienne, mais davantage dans la cordillère des Andes. Si on regarde le Pérou d'Alan Garcia, entre 2006 et 2011, ça c'est une petite parenthèse, c'est 560 conflits environnementaux
qui ont opposé donc des communautés rurales avec des municipalités, avec l'État, avec des entreprises. Donc cette situation est assez symptomatique des tensions qui règnent dans la région amazonienne. Alors Cobija, c'est aussi une frontière avec le Brésil et puis le Pérou. Et donc Pando demeure aussi le département de Bolivie le plus touché par le sous-développement. Alors peut-être vous vous rappelez le massacre de Pando le 11 septembre 2008, donc, qui a opposé donc, des militants du mouvement indigène et paysan, qui n'a pas opposé puisque ces personnes manifestaient et se sont fait massacrés par une milice paramilitaire, et ça a été prouvé que cette milice avait été commanditée par le préfet de la région de Pando, donc de l'opposition d'extrême droite, à Evo Morales, donc préfet qui se trouve sous les verrous depuis maintenant 1 an, je crois, non, un peu plus de 2 ans. Et donc massacre de près de 35 paysans, qui a mis aussi sous les feux de l'actualité la condition de féodalité dans laquelle demeurait une grande proportion de la population de ce département, où on retrouve encore des archaïsmes absolument incroyables, donc un peu symptomatique de cette hacienda dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été démantelée, donc une féodalité terrienne qui est encore au pouvoir et aux manettes et qui gère la quasi-totalité de l'économie du pays. Donc une zone aussi touchée par l'élevage extensif, bien sûr, et ce phénomène de savanisation de l'Amazonie dont tu as parlé tout à l'heure. Et quand on se déplace sur les routes, c'est assez phénoménal de voir à quel point donc, l'absence de pouvoir public local a permis donc, un ravage absolument irréparable sur le territoire de ce pays, qui est absolument éloigné de tout, notamment du pouvoir central. Donc c'est une région qui est extrêmement touchée par les investissements massifs, projets de barrages notamment, et qui a toujours été considérée par les élites traditionnelles ou par les oligarchies du pays comme une contrée vierge, inaccessible, peuplée en gros de sauvages, pour faire simple, une zone qui est à développer, une zone où il faut investir et qui est à vendre, globalement. Donc les ressources naturelles aujourd'hui valent de l'argent, il faut dynamiser l'économie locale et on le fait par des investissements internationaux. Vous avez peut-être entendu parler du programme IRSA, un programme continental qui vise à intégrer par tout un programme de construction d'infrastructures routières, énergétiques, etc., le continent latino-américain. La Bolivie fait partie des 10 pays qui sont concernés par le programme IRSA, qui prévoit notamment de relier l'océan Atlantique et Pacifique pour la bonne circulation des matières premières entre les 2 océans, et faciliter aussi donc, l'exportation de biens vers l'Asie, vers la Chine notamment. La Bolivie, comme le Pérou, le Brésil et d'autres pays, a le malheur de se trouver sur les différents tracés de ce programme IRSA. Avant tout, une population assez diverse, donc faite de dirigeants paysans, indigènes, d'associations de femmes, de pêcheurs, de sylviculteurs, des chefs d'ethnie amazonienne, des ONG, ONG de développement, ONG d'église notamment, des réseaux d'éducation populaire, des acteurs d'église, de communication, de radio, internet, des activistes du mouvement altermondialiste également, des enseignants, des étudiants, des ONG internationales, donc comme le CCED notamment, qui prévoit de s'y rendre avec une délégation de 8 personnes la semaine prochaine. Et pour terminer, très rapidement, si on s'intéresse aux objectifs du Forum panamazonien, donc ce forum souhaite analyser et débattre sur les grands thèmes de la Panamazonie, intensifier donc la réflexion sur les expériences vécues par les organisations et puis les mouvements sociaux de la région, proposer des solutions, des alternatives pour pouvoir surmonter les problèmes qui sont rencontrés par les populations de la région, et puis surtout renforcer la mobilisation sociale, l'articulation des mouvements au-delà des frontières nationales pour réfléchir de façon plus collective sur la façon de résister, de s'organiser à ces projets qui, de gré ou de force, vont se faire, vont balayer la région et les populations qui s'y trouvent, dans tous les cas,
Et donc, que fait-on? Comment est-ce qu'on affronte donc cette réalité, cette modernité qui va déferler d'une façon ou d'une autre sur la zone? Alors, les axes thématiques du forum, 4 grands axes. Colonialisme, développementalisme. En espagnol, ça donne desarrollismo. Néo-extractivisme, donc ça nous renvoie aussi à un courant de pensée qui se développe dans les pays latino-américains sur la façon dont on peut sortir des politiques extractives dans les prochaines années. Deuxième axe, l'impact de la crise mondiale sur la zone panamazonienne. Troisième axe, la défense et le plein exercice des droits des populations. Et dernier axe, art, culture, communication et puis lutte sociale. Donc les organisateurs attendent 3 à 4 000 participants. Et pour terminer, donc la convocation de ce forum panamazonien, donc du 6e forum panamazonien, se termine par un appel de soutien, de solidarité avec les populations en lutte pour le TIPNIS. Donc s'inscrit aussi dans un contexte de conflit entre le gouvernement et puis les organisations indigènes, et celles des Basses-Terres. Donc une situation de tension sociale et politique, tout au moins dans un climat politique qui n'est absolument pas neutre. Voilà. Merci Fabrice. Alors, avant les questions, deux petites remarques. Donc, Fabrice